Merci. Donc plus précisément, ma présentation portera sur la question de la valeur et du sens de l'élection des gouvernants. Alors quel est le sens et quelle est la valeur que les théories délibératives de la démocratie devraient attribuer au principe de l'élection des gouvernants au suffrage universel? Est-ce que ce principe est-il finalement essentiel à la légitimité démocratique, ou autrement dit, poser la question de manière un peu plus radicale, si on a une bonne délibération politique, est-ce qu'il est encore nécessaire, est-ce qu'il est encore impératif de procéder à des élections, à l'élection des gouvernants? Alors pour aborder cette question, je vais procéder en 4 temps. Je partirai du constat qu'en dépit d'une adhésion assez généralisée à la démocratie électorale, la question du fondement de celle-ci rencontre peu d'écho et assez peu d'intérêt dans les travaux des promoteurs de la théorie délibérative de la démocratie. Dans la deuxième section, je montrerai pourquoi et comment une certaine approche de la théorie délibérative pourrait mener à envisager des formes alternatives de gouvernance, mettant en question la prééminence de l'élection des gouvernants. La troisième section soulignera que ces options pourraient trouver une justification théorique dans certaines nouvelles approches élargies de la représentation politique qui refusent d'assimiler élection et représentation. J'examinerai les forces et les faiblesses de ces approches. Et dans la dernière section, je tenterai de dire pourquoi, selon moi, l'élection des gouvernants au suffrage universel demeure un principe démocratique fondamental, irréductible au principe de la délibération. Alors mon propos restera assez programmatique et vous m'en excuserez. Il me semble en tout cas que c'est ce qu'on attendait un peu de nous, en tout cas de moi, c'est comme ça que j'ai interprété mon mandat, en me demandant d'intervenir dans une table ronde consacrée aux nouvelles directions de recherche sur la délibération. Alors, l'idée que, à défaut d'être avalisées directement par le peuple, les décisions politiques majeures devraient être prises par des gouvernants élus au suffrage universel pour un mandat à durée déterminée, est une idée qui a guidé les revendications démocratiques et les processus de démocratisation depuis le XIXe siècle, au point que cette idée a acquis le statut d'une quasi-évidence normative, souvent identifiée à celle de la démocratie. Bien sûr, la démocratie électorale a fait l'objet de critiques, notamment à gauche. Bien sûr, la mise en œuvre de la démocratie électorale a pris des formes variables selon les époques, mais il n'en reste pas moins que l'élection a acquis, je viens de le dire, ce statut de quasi-évidence normative. Alors si le principe de l'élection des gouvernants apparaît aussi fondamental à nos contemporains, il faut toutefois relever que les théories délibératives ne s'y sont guère intéressées. On y trouve peu de réflexion sur le sens et sur la valeur de ce principe, pas de contestation explicite, mais pas non plus de défense explicite. Le plus souvent, ce principe semble, pour les théoriciens de la démocratie délibérative, comme pour le grand public, une évidence normative. Bien sûr, certains se sont préoccupés de rendre les élections plus délibératives, d'autres soulignent la nécessité de compléter les institutions de la démocratie électorale par d'autres dispositifs, mais peu d'auteurs abordent véritablement, ou de front en tout cas, cette question de la justification même de l'élection des gouvernants à partir d'une perspective délibérative. Alors ce désintérêt pour cette question, il peut s'expliquer par le déplacement de perspective que les théories délibératives entendent imposer à la conception de la légitimité démocratique. L'enjeu fondamental ne serait plus qui décide, le peuple ou les représentants, mais comment élaborer une décision qui intègre justement toutes les perspectives et les positions, la réponse étant en soumettant aux opportunités et aux contraintes d'un échange public de raison ces positions et ces perspectives plutôt qu'un simple processus d'agrégation. Alors, quel que soit le sens qui est donné à la notion de délibération, la question de l'élection ne semble donc plus être au cœur de l'affaire, elle devient seconde ou secondaire. Au point que certains théoriciens de la démocratie délibérative prétendent même abandonner l'idée que la démocratie supposerait un comptage des têtes, pour reprendre l'expression de Dreiseck, un décompte des voix. La qualité démocratique de la vie politique se mesurerait plutôt à la qualité des échanges discursifs devant inclure toutes les perspectives, mais pas nécessairement
associer tous les citoyens à la décision, fût-ce de manière directe ou indirecte. Alors, le déplacement théorique opéré par les théories délibératives n'est pas sans intérêt. Il permet notamment de mieux prendre en compte le caractère processuel de la formation de la décision publique. Comme l'ont bien souligné les spécialistes de l'étude des politiques publiques, la formation de la décision publique n'est pas le fait de la résolution prise par un acteur habilité à un moment précis du temps. La décision politique est plutôt le fruit d'un processus précisément s'inscrivant dans une durée et dans lequel interviennent et interagissent successivement différents acteurs dotés de statuts et de prérogatives différents. Et dans une telle perspective, évidemment, la théorie délibérative a raison de souligner que la qualité démocratique d'une prise de décision n'est pas exclusivement ni d'abord déterminée par les règles formelles d'habilitation à décider. Quoi qu'il en soit, il reste que le déplacement ainsi opéré a aussi ses limites et la richesse de la littérature sur les nouveaux dispositifs de mise en délibération des positions, des perspectives ou même des intérêts contraste avec une relative indigence, je l'ai dit, de la réflexion sur les règles et mécanismes de prise de décision. C'est un constat que faisait récemment James Mansbridge et quelques autres en soulignant le peu d'intérêt pour la question du vote. Mais au-delà de la question du vote, ce qui m'intéresse plus précisément ici, c'est la question de l'élection prise pour ce qu'elle doit être, c'est-à-dire effectivement comme un processus par lequel les citoyens non pas décident, mais désignent ceux qui sont habilités à décider. Alors quelle valeur une théorie de la démocratie délibérative devrait-elle donner à la pratique de l'élection? On pourrait suggérer une première piste de réflexion, celle qui conduit précisément à relativiser fortement ce sens et cette valeur. Et si on se réfère à plusieurs auteurs, l'élection est finalement un moyen assez pauvre, voire même un obstacle à la promotion de la qualité délibérative du processus de décision politique. Alors, Mark Warren, par exemple, a souligné quelques-unes des limites de la démocratie électorale de ce point de vue. Les élus et les candidats à l'élection sont sensibles aux intérêts et aux opinions ouvertement défendues et partagées par une frange significative de l'électorat, plutôt qu'à des opinions ou à des intérêts qui seraient moins visibles, plus latents ou plus minoritaires. Puisque la visée du candidat à l'élection, à la représentation, est l'élection, il va user de tous les moyens appropriés à cet effet. Le recours à des arguments, effectivement, est possible, mais il sera souvent supplanté par l'usage de la rhétorique, précisément, ou d'autres moyens stratégiques manifestement non discursifs. La brièveté des cycles électoraux aussi n'est pas propice à la poursuite d'objectifs politiques de long terme, notamment ceux qui touchent aux générations futures. Alors, je pourrais ici continuer à énumérer les motifs de suspicion qui ont été ainsi identifiés. Mais paradoxalement, à ma connaissance, ces motifs de suspicion n'ont encore conduit aucun tenant de la démocratie délibérative à renoncer radicalement au principe de l'élection, ce qui évidemment nous amène je pense, devrait nous amener quand même à poser cette question. Dans une société démocratique conforme à l'idéal délibératif, est-ce que l'élection des gouvernants au suffrage universel est encore nécessaire? Alors, évidemment, en posant cette question, on est inévitablement appelé à en poser une autre, qui serait celle des alternatives. Quelles seraient les alternatives réalistes et susceptibles de recevoir une légitimité? Alors, même si pour l'heure, aucun défenseur de processus délibératif ne propose d'alternative radicale à la démocratie électorale, certaines réflexions théoriques, mais aussi certaines évolutions de nos systèmes politiques pourraient nous permettre d'imaginer ce que pourraient être ces alternatives. Par exemple, une gouvernance publique par des administrations, par des gestionnaires cooptés, qui seraient articulés via des mécanismes de consultation et de concertation appropriés au débat au sein d'eux et avec la société civile. C'est le modèle que préfigurent certaines formes de gouvernance européenne, et il n'est pas interdit de penser que de telles pratiques pourraient s'étendre, invoquant une légitimité démocratique qui ne s'appuierait plus
sur l'élection, ou alors de manière très directe ou très indirecte ou très lointaine. Deuxième possibilité, deuxième type d'alternative, ce serait une gouvernance qui serait prise en charge par des mini-publics, associant des citoyens sélectionnés sur une base aléatoire. On pense évidemment à l'exemple de la Colombie-Britannique. Jusqu'ici, évidemment, ces expériences n'ont été que très ponctuelles et n'ont jamais eu pour ambition de se substituer intégralement à la logique électorale, mais il n'est pas impossible d'imaginer que ça pourrait devenir le cas. Troisième possibilité, troisième alternative possible, ce serait une forme de gouvernance que j'appellerais par un néocorporatisme délibératif, c'est-à-dire par des procédures de décision qui associeraient des organisations de la société civile, des acteurs de la société civile, en les contraignant à délibérer collectivement sur les décisions à prendre. Alors, de telles alternatives seraient-elles souhaitables ou faut-il conserver la prééminence de l'élection? Alors, l'enjeu fondamental de cette question est en fait, à mon sens, celui des formes légitimes de la représentation politique. Qu'il s'agisse d'impliquer des citoyens sélectionnés sur une base aléatoire, des citoyens élus, des citoyens mobilisés, des acteurs sociaux ou des gestionnaires dans une délibération publique, à chaque fois se pose à leur sujet la même question: au nom de quoi sont-ils habilités à parler, à agir et surtout à décider au nom du démos ou même au nom d'une partie du démos? Autrement dit, une théorie délibérative de la démocratie, même si elle met l'accent sur l'inclusion de tous les citoyens dans les processus délibératifs, ne peut faire l'économie d'une réflexion sur les formes légitimes de la représentation dans les processus qui sont directement orientés vers la décision publique. Alors, de nouvelles approches de la représentation ont vu le jour au cours des dernières années. Je pense par exemple aux travaux de Saward ou d'Andrew Rayfeld. Ces nouvelles approches mettent précisément en question le privilège de l'élection comme forme unique de la représentation légitime. Selon ces conceptions élargies de la représentation politique, la représentation d'un groupe par un individu, par une organisation ou par une institution peut prendre des formes très diverses. Et ces formes reçoivent leur légitimité démocratique non pas de l'élection au suffrage universel, mais plus fondamentalement de la reconnaissance publique des prétentions à la représentation qui y seraient associées. Ces prétentions à la représentation peuvent invoquer divers motifs autres que l'élection, par exemple la ressemblance avec ceux que l'on représente, ou par exemple encore l'expérience vécue d'une situation d'injustice typique d'un groupe. La légitimité de ces motifs reposerait sur leur caractère publiquement justifiable aux yeux de ceux qui sont censés être représentés. Et dans cette perspective, l'invocation de l'élection comme fondement légitime de la représentation ne serait plus qu'un motif parmi d'autres. Sa portée et sa limite devraient toujours être soumises à une contrainte d'acceptabilité publique eu égard au contexte où elle est censée s'appliquer. Il se pourrait dès lors que dans certains contextes, l'élection ne soit pas une modalité légitime ou la plus légitime de représentation. Michael Saward évoque par exemple des critères d'interdépendance et d'impartialité pourraient être invoqués pour justifier une prétention à représenter. Par interdépendance, il faut entendre le fait que celui qui représente ne peut le faire que parce que son action et sa prétention à représenter sont soumises au contrôle public d'autres acteurs ou d'autres institutions. Alors, considéré du point de vue de ces conceptions élargies de la représentation, il y aurait donc des formes de représentation démocratique diverses et souvent plus adaptées aux exigences délibératives que celles qui découlent de l'élection. Alors, je ne peux pas examiner en détail, je n'en ai évidemment pas le temps, ici ces différentes alternatives, mais je voudrais simplement pointer ce qui me semble être les forces, mais aussi surtout les risques de ces approches élargies. Alors, la principale force, et je serai très rapide, la principale force de ces théories, c'est qu'elles nous permettent de prendre en considération la dimension proprement sociétale et interactive du processus représentatif en renonçant à une approche qui serait étroitement contractualiste ou juridique. Les processus représentatifs peuvent prendre des formes diverses, peuvent faire intervenir une pluralité d'acteurs, intervenir et interagir une pluralité d'acteurs qui ne sont pas toujours juridiquement identifiables. Et dans cette perspective, alors, la question classique, par exemple, du rapport entre représentants
est représenté peut être reformulé. Il ne s'agit plus de se demander si le représentant doit respecter les préférences ou le mandat qui lui a été donné par son électeur. On peut désormais penser le lien représentatif comme un lien communicationnel dans lequel des raisons peuvent être échangées entre représentants et représentés, de manière à ce que les positions des uns et des autres puissent s'ajuster. Alors on voit bien évidemment comment cette nouvelle approche de la représentation peut être en partie congruente avec une conception délibérative du processus démocratique, et ce d'autant que, in fine, c'est un critère de justifiabilité publique qui devrait établir la légitimité de la forme que prend la représentation. Il reste que si ces nouvelles approches de la représentation offrent un point de départ permettant de penser le lien entre celle-ci et l'impératif délibératif, elles rencontrent à mon sens deux limites. La première limite est que le concept même de représentation risque de devenir trop gras et de recevoir une extension très large, tellement large qu'il le rend finalement inopérant et non discriminant lorsqu'il s'agit de l'appliquer à des processus de décision politique. Et la seconde difficulté, c'est qu'une approche élargie de la représentation conduit donc à relativiser la représentation électorale et qu'elle risque alors d'occulter ce qui fait quand même la force normative, me semble-t-il, essentielle et incomparable de la représentation électorale. Dans son principe, l'élection des gouvernants au suffrage universel soumet ceux-ci à une reddition de comptes exigeante et inclusive dans la mesure où elle les contraint à s'adresser à tout citoyen, quel qu'il soit, quelle que soit sa compétence, et qu'elle donne ainsi à tout citoyen un pouvoir de sanction égal à celui de tout autre citoyen. Renoncer à la reddition de comptes par voie électorale au profit de reddition de comptes à l'égard de publics plus restreints ou d'institutions spécifiques reviendrait à abdiquer l'ambition de la démocratie de masse, précisément, reviendrait donc l'ambition de la démocratie de masse qui est précisément de conférer à chaque citoyen un pouvoir équivalent dans le processus de décision politique, et on risquerait alors, si on abandonne cette ambition, de réintroduire ce que Simon Chambers appelait une forme d'élitisme délibératif. Par conséquent, l'élargissement du cadre conceptuel d'une réflexion sur la représentation ne peut, à mon sens, conduire à occulter la nécessité de penser la spécificité de la représentation électorale lorsqu'il s'agit de statuer sur les orientations politiques majeures engageant la vie d'une communauté politique. Et je voudrais, dans la dernière partie de mon exposé, indiquer la direction que pourrait prendre une telle réflexion. Alors, deux points pour terminer, sous forme plutôt d'hypothèse que de thèse radicalement affirmée. Premier point, en régime représentatif, l'élection des gouvernants au suffrage universel répond, à mon sens, à une exigence morale fondamentale qui n'est pas comme telle impliquée dans le principe de la délibération. Cette exigence, c'est l'exigence d'une reconnaissance, d'une égalité de statut et de pouvoir politique à chaque membre adulte d'une société qui lui confère le droit de prendre part à la désignation et au contrôle de ceux qui prennent les orientations politiques majeures pour la société. Alors, nonobstant le caractère plus ou moins délibératif et inclusif de l'élaboration des opinions et des décisions politiques, les décisions politiques majeures ne peuvent être arrêtées que par des acteurs qui, dans l'exercice de ce rôle, peuvent être contrôlés et sont redevables de la même manière à chaque citoyen, quel qu'il soit, et la pratique de l'élection, qu'elle soit directe ou indirecte des gouvernants, ne fait que traduire cette exigence. Et donc, si la légitimité démocratique suppose la délibération de tous, celle-ci ne suffit pas. Deuxième point, il importe évidemment, certainement alors, de penser l'articulation entre l'exigence de l'élection des gouvernants et le principe délibératif. Si l'on y réfléchit bien, évidemment, l'exigence de l'élection vient imposer une contrainte plus forte à la délibération publique, puisque celle-ci ne doit pas seulement être présente dans les procédures de décision politique, elle doit aussi contribuer à un exercice informé du jugement politique par chaque citoyen, à tout le moins lorsqu'il vote aux élections. On perçoit bien les tendances, les tensions, les injonctions contraires qui peuvent parfois découler d'une opposition entre légitimité électorale et légitimité délibérative, surtout si, comme je le soulignais en commençant, on sait que le succès électoral ne demande pas le même type de disposition, le même type d'habitus que l'engagement en faveur de la délibération. Toutefois,
il n'est pas impossible de réduire cette tension, et ce, pour 2 raisons. Alors, la première raison, c'est qu'on peut concevoir des processus électoraux, évidemment, qui permettent de mieux rencontrer les exigences de la délibération, non seulement au moment de l'élection, mais aussi en amont ou en aval de celui-ci. Alors, j'ai bien entendu ce que mon collègue a dit à propos des campagnes électorales, hein, mais je pense que les règles qui organisent les campagnes électorales ou les modalités du scrutin peuvent contraindre les candidats à s'adresser à l'ensemble de l'électorat et non à un segment de celui-ci, par exemple. Bien entendu, la communication qui peut s'instaurer entre citoyens électeurs d'une part et candidats à l'élection ou élus d'autre part ne peut jamais adopter le modèle d'une délibération pure. Les positions des uns et des autres sont asymétriques, les motivations de part et d'autre sont différentes, mais toutes ces caractéristiques font donc qu'on ne peut pas parler d'une délibération parfaite, mais qu'on peut parler de processus qui possèdent au moins certaines caractéristiques de cette délibération. Par exemple, la publicité du débat électoral va rendre plus difficile l'invocation de motifs d'ordre purement privé lorsqu'il s'agit de prendre position dans l'espace public. Et j'irai même un peu plus loin, et c'est le deuxième motif que je voulais souligner, j'irai même un peu plus loin, il y a tout lieu de penser que sous certaines formes et à certaines conditions, et je souligne le sous certaines formes et à certaines conditions, l'élection peut accroître les qualités délibératives des processus politiques. C'est-à-dire faire en sorte que ceux-ci procèdent d'un échange public de raisons considérant équitablement les intérêts de toutes les personnes potentiellement affectées. Alors je ferai 2 observations. La première est que l'élection au suffrage universel peut, et c'est ce que rappelait par exemple Nadia Urbinati, induire une montée en généralité dans les processus de décision politique, tant du côté des citoyens que des gouvernants. Elle contraint finalement à intégrer des revendications ponctuelles et sectionnelles, ainsi que des enjeux spécifiques dans un programme global, dans une vision politique générale, ce qui conduit à filtrer, à articuler, à hiérarchiser la diversité des intérêts au profit d'arguments de bien public et à hiérarchiser ces arguments de bien public. Deuxième observation, l'élection au suffrage universel est aussi un vecteur essentiel de la dimension adversative du débat public. Alors, comme l'a souligné hier Bernard Manin, la qualité du débat public suppose une confrontation entre des positions adverses, et pas seulement des positions différentes. L'hypothèse qu'on pourrait formuler est que l'élection des représentants peut contribuer à nourrir la dynamique contradictoire du débat public, et ce, au moins de 2 manières. La compétition électorale entre des partis ou des candidats force aussi à développer des positions et des raisons s'opposant explicitement aux positions et aux raisons de leur adversaire, dans le cadre des campagnes électorales, mais aussi dans le cadre de la contestation par l'opposition des décisions prises par la majorité gouvernementale. La dynamique électorale n'éteint donc pas le conflit, mais elle a cette vertu de pouvoir, certes de manière très imparfaite, transformer des conflits sociaux, des conflits d'intérêts, en des conflits sur le juste ou sur des visions du bien public. L'élection permet aussi l'identification claire d'un gouvernement, d'une majorité parlementaire responsable de la gestion publique. Les propositions et les décisions prises peuvent dès lors faire l'objet d'une contestation publique, non plus seulement alors par les adversaires politiques, mais par les citoyens, par les acteurs de la société. Et cette contestation tend alors à faire valoir des raisons de s'opposer à une proposition, à une décision, raisons qui ne sont pas spontanément produites et considérées par les initiateurs de cette proposition, ni même peut-être par l'opposition politique. Alors, bien entendu, je n'ai pas la naïveté de croire que n'importe quel processus électoral produise de tels bénéfices, ni même qu'il existerait une configuration idéale qui les produirait de manière systématique. Mais je voulais seulement attirer l'attention sur des potentialités délibératives qui sont, me semble-t-il, trop souvent ignorées dans le processus électoral. Et la réalisation de ces potentialités suppose bien entendu des conditions favorables qui tiennent à la fois à la forme que prend le processus électoral et au contexte dans lequel il se déploie. L'examen de ces conditions
dans le contexte contemporain, joint à l'examen des limites de la dynamique électorale, représente un défi majeur auquel les théories délibératives doivent se confronter. Cela me semble essentiel si elles ne veulent pas manquer le rendez-vous avec l'ambition inclusive et égalitaire de la démocratie de masse. Je vous remercie.